Alors, merci Marie-Pierre pour la théâtralité du moment. En tout cas, on voulait tous vous remercier au nom de l'association Art Galerie Nantes. Nous avons, alors il y a un écho, je vais me déplacer pour la prise de son. Bienvenue en tout cas à tous. On ne peut pas attendre tout le monde, mais si on attend trop, Jacques Lebrusque et donc Gérard, où es-tu Gérard? Là, tu te caches. Gérard, cave d'impatience de vous parler, parce qu'on vous a invité du tout. Oh, 3 fois. En tout cas, nous vous remercions au nom de l'association Art Galerie Nantes d'être venus ce soir. Nous sommes très heureux de nous retrouver tous ensemble ici. Après effectivement plusieurs années de nuit des galeries, nous avons décidé donc d'inaugurer un nouveau format. C'est notre 5e édition de la nuit des galeries. Les 3 premières ont donné lieu à une circulation dans la ville. Je vous inviterai à regarder sur les panneaux ici pour comprendre effectivement que sur Nantes, il y a des lieux, mais ils sont loin les uns des autres. Et donc, jusqu'à présent, on avait fait des nuits des galeries où nous étions chacun dans notre coin. Et puis, c'est vous qui vous déplaciez. Et là, pour cette, effectivement, 5e édition, on avait commencé d'initier cette idée pour la 4e lorsque nous étions tous au rez-de-chaussée, mais c'était entre 2 confinements, on avait fait ça un petit peu rapidement, à tel point que tout le monde n'avait pas pu en profiter. Donc tout ça nous a fait réfléchir et nous a amené à créer un nouveau format. Alors ce nouveau format, c'est une nuit des galeries particulière, puisque la première des bonnes idées, je pense, certains m'ont témoigné ce soir, c'est que nous sommes tous ensemble au même endroit. Et ça fait du bien. En tout cas, j'avais promis de ne pas faire de calembour, mais je vais quand même tendre la parole à Marie-Pierre. Veille vert. C'est le seul que je ferai. Alors moi, j'ai besoin de toujours mes petites notes. Voilà. Alors je remercie mes copains galéristes de me faire confiance sur cette invitation de Gérard Aurec, qui est un artiste essayiste comme il se définit lui-même. Exactement. Alors je l'ai invité parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît et on devise très très souvent. Et donc je me suis dit que non seulement autour d'un verre, mais en plus autour du verre, je pense qu'il pouvait au moins questionner la chose et intriguer. J'espère que Jacques, vous serez, vous n'allez pas être étonné du regard de votre collègue dans ce domaine. Alors, juste rapidement, je vais vous le présenter. Il est né 383 ans avant Galilée. 22 ans avant que Neil Armstrong ne pose le pied sur la Lune. Ça fait déjà quand même un univers. Il est en 1972 diplômé à l'École des Beaux-Arts et dès 1976, il enseigne l'approche scientifique des arts plastiques à l'École des Beaux-Arts de Nantes. Je tourne le dos. Alors depuis, il travaille de façon très secrète dans son atelier. Alors pas tant secrète parce que parfois je vais le voir et je découvre toujours des choses et des formes artistiques qui croisent à la fois la géographie, la géologie, les sciences, la philosophie, la poésie. Et comme il y a des choses qui poussent dans cet atelier, je trouve que art et ensemencement dans cet univers croisent vraiment bien le poétique et le politique. Sa dernière expo, et après je passera la parole, sa dernière expo, Leçon de choses, parce que Gérard aime regarder le dessous des semelles et de gratter ce qu'il y a dessous pour les faire pousser. Vous en devinerez les paysages qui peuvent émerger de cela. Pompidou, il est invité par Vinciane Després
sur le thème « Avec qui venez-vous ?» Lui, dans son impertinence artistique, appelle cet événement « leçon de choses ». Et la démonstration à cette heure-là, et à cette occasion-là, c'est que notre écoumène peut tenir lieu de territoire d'une approche artistique. Alors aujourd'hui, le verre. C'est vrai que ça résonne ici. Il s'agirait de nature, sans doute, mais l'herbe est-elle si verte? Il s'agira peut-être d'habillement et de cinéma muet. Que nous dit l'histoire de l'art quand elle est revue par Philippe Walter, qui est un physicien scientifique chimiste, et qui fait découvrir à l'infrarouge toutes les lignes de Mona Lisa de Léonard de Vinci. Et alors là, il vous en parlera. Et si Napoléon était mort à Sainte-Hélène, des émanations de l'arsenic dont était fait le verre impérial, dit verre de Schweinfurt. Le tapis vert du joueur, l'habit vert de l'académicien, qui se dit ainsi immortel. La question est ouverte. Alors le verre émeraude, mais là je ne vais pas rentrer dans la chimie, et l'oxyde de chrome hydraté, le véronèse et son acéto-arséniate de cuivre, la terre verte, pigment très ancien, le verre cadmium, qui joue avec le chromate de plomb et l'oxyde de fer. Alors, les questions, elles vont s'égrener à l'après-vert, et elles vont ouvrir vos questions et vos interrogations, vos étonnements, vos surprises, parce que le verre, de l'autre côté de ce mur, il y en a diverses formes. Alors Gérard, tu viens avec moi maintenant, tu vas pas rester assis. Chère Marie-Pierre, on a comme objectif, n'est-ce pas, de faire des échanges, tout à fait, tout à fait. Non, mais le verre, effectivement, c'est quelque chose de particulier, parce que c'est versatile. Alors, pour répondre à cette histoire on se retrouve tous ensemble. D'abord, c'est pas une conférence. Moi, j'ai rien à dire sur ce sujet. Quand Marie-Pierre m'a proposé, m'a dit, oh, dis donc, il y a la nuit des galeries, ça va être sur le verre. Ne parle pas, chère Marie-Pierre, c'est pas ta responsable. Quand Marie-Pierre m'a dit, ah, voilà, c'est la nuit des galeries, c'est à propos du thème du verre. D'abord, j'ai eu qu'une seule envie, c'est qu'elle aille au diable vos verres. Oui, moi je ne voulais pas résister au fait que quand même ce sujet est omniprésent dans nos conversations et dans ton travail, et que c'était l'occasion de donner aussi une autre version et une autre image. Eh ben, moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, ce que j'ai découvert, c'est la surprise. Je vous parle de ma surprise. Bien qu'ayant fait alors j'ai été peintre, hein, donc j'ai fait la peinture en bâtiment, j'étais dans mon atelier aligné entre Nord-sur-l'Erdre et Ancenis, et dans cet atelier-là, je me souviens de caissettes de poudre qui étaient entreposées dans des étagères. Et à ce moment-là, il n'y avait pas aujourd'hui ces merveilleux lieux que sont le roi Merlin et les autres, donc on préparait soi-même sa peinture. Et donc on mettait de l'huile, de l'essence, de cicatif, des choses absolument admirables qui se sont perdues aujourd'hui. J'en pleure. Et donc je me souviens par contre, tout ça c'est extraordinaire, je vais faire encore beaucoup de choses comme ça pour être de plus en plus touché. C'est extraordinaire, c'est très ça devient dur. Alors dur, je parle de dur parce que bien entendu c'est toute la question du verre. La dureté, la virilité, ça vient de virili, c'est verre. Donc Vigarello, virilité, c'est voilà. Donc merci de pouvoir faire une entrée en matière avec la virilité. Oui, donc je me souvenais des caissettes de poudre
qu'il y avait dans mon atelier. Et je me suis rendu compte, à l'instigation et grâce à Marie-Pierre, qu'il n'y avait qu'un seul verre. On n'utilisait pas de verre, et ça s'appelait du verre solide à la lumière. C'était une caisse de poudre. Autrement, on avait des rouges, on avait des jaunes, on avait des terres de ciel, des terres d'ombre, on avait de la cassette, on avait tout ça. Et là voilà, ça a été le premier petit souvenir. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est drôle. Il n'y avait pas de verre dans mon atelier. Il n'y avait pas de verre dans l'atelier. Et effectivement, en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que quand il y avait du verre, quand on demandait de la peinture verte, quand on préparait de la peinture verte, bâtiment, c'était toujours pour la salle d'eau. On mettait un peu de... ou pour les visibles, parce qu'il y avait une dimension du propre. On mettait du vert dans du blanc, et on était dans un endroit hygiénique. C'est d'ailleurs quelque chose aussi qui aujourd'hui qui perdure dans tout ce qui touche par exemple, à beaucoup de vêtements dans le milieu hospitalier sont verts. C'est sans doute aussi parce que la science a fait des progrès et que quand on voit quelqu'un qui vient vous soigner habillé en vert, on peut imaginer, oui, qu'on ait beaucoup d'espérance et qu'on va y quelque chose par rate. Enfin, la plupart du temps, c'est plutôt pas mal. Voilà donc mes premières approches du verre dans cette histoire-là. Et puis, comme j'ai un peu travaillé pour les monuments historiques, j'ai un peu travaillé pour tout ça, je me suis dit, tiens, mais au fond, donc je suis allée voir dans ma bibliothèque d'atelier, et alors là, j'ai ramassé tout ce qui touchait autour de l'art. C'est plus le vert, du coup, je me suis dit, tiens, mais le vert, c'est bien, mais c'est une couleur, c'est pas un pigment, c'est quelque chose. Voyons ce qu'il y a sur le vert. Voyons ce qui est écrit sur le vert. Et alors là, magnifique, il n'y a rien écrit sur le vert. Très. Alors comment est-ce que tu expliques ça qui rien d'écrit sur le verre? Eh bien, c'est parce que, sans aucun doute, le vert, c'est quelque chose d'étonnant. Je prends par exemple, il y a un cas qui est assez rigolo. C'est... c'est sur le jardin. Gérard, on pourra regarder après, tout est libre? Bien entendu. Oui, bien entendu. super, Puis merci. Après, je vous dirai qu'on sera avec Jacques, comme c'est en dédicace. Par exemple, je lis dans le... Il y a Jardiner, hein, c'est Jardiner en couleur de Lance Attal. Alors, Jardiner en couleur, donc j'ai regardé à la rubrique vert. Je cherche un petit signet rouge. Vert. Parmi les couleurs du jardin, le vert est, pour quelque incroyable raison, la couleur la moins appréciée. C'est absolument déjà magnifique, c'est splendide. Si souvent mis en vedette, sa véritable valeur n'en a pas moins été presque toujours oubliée. Voilà, ça commence à être tout à fait passionnant. Hein. Pourtant, le vert est une couleur reposante qui servait de repoussoir aux autres. L'avantage de se trouver à la fois dans les feuilles et dans les fleurs et dans les plantes, donc pas besoin du vert puisqu'il se trouve partout. Donc ça permet de l'oublier, c'est une première réponse. La deuxième réponse, par exemple, qui est bien, on va s'en faire un striptease. Me voilà donc présentement habillé en rouge. C'est ça, et c'est ici, il y a une toute petite chose ici, c'est marqué. Ça, c'est lors de d'un premier travail que j'ai fait avec Claude Figuro, quand on avait commencé à mettre en place cette expérimentation scientifique. Alors, avec Figuro, donc, on avait, bon, ce sont des choses simples, hein, on gratte sous les godasses, on enlève la poussière, on met ça en culture, et il y a des plantes, il y a des ça pousse. C'est-à-dire que ici, par exemple, tout ce temps que vous êtes là, assis debout, agenouillés, en admiration, c'est absolument incroyable, mais on a des forêts entières, on a une forêt dans l'Amazonienne, tous les chaussures. Il suffirait de brosser les chaussures avec des brosses à dents, et pas des brosses à air. Donc je suis habillée en rouge parce que c'est marqué ici 6500 Angstrom, c'est une petite longueur.
Eh bien, c'est exactement parce que le verre, ce beau verre-là, rejette ces 6500 de planton, c'est pour ça que la Dorothée est verte, c'est parce qu'elle n'est pas rouge, c'est pour ça que je suis habillée comme ça, bien qu'étant une belle plante, je suis habillée en rouge et pas en vert, parce que le vert... Donc là ce sont déjà toutes ces choses que je trouve qui sont très intéressantes, parce que pour moi le vert est une surprise. Le guide des plantes des fleurs sauvages, oui, c'est exactement la même chose. On ne parle pas du verre, parce qu'on n'en parle, c'est pas d'en parler. Donc, puisqu'on en parle partout, pourquoi est-ce qu'on en parlerait de manière plus spécifique? Le verre est partout. Le verre, par exemple, ah donc là, il n'y est pas. Ça, c'est un très beau livre. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux un verre. C'est le guide des peintures. Et bien dans ce guide des peintures, on se rend compte qu'aucun vêtement ne peut être peint avec une couleur naturelle parce que ça ne tient pas à la lumière. C'est donc chimiquement quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Donc, à partir du XIVe siècle, quand on veut faire un vêtement vert, on le fait donc en faisant du jaune et en mettant du jaune et du bleu, car l'essentiel de la couleur verte, c'est le jaune et le bleu. Alors que du vert, il y en a partout. L'ensemble de la nature est vert. Oui, la question quand même, parce que là, tu parlais de l'aliment, mais il y a aussi tous les pigments qui concernent l'alimentaire, le tissu. L'alimentaire, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous fais l'envie, hein, c'est fait pour. Voilà le verre couleur alimentaire par excellence, recommandé par toutes les autorités européennes. Voilà, verre alimentaire colorant, d'origine naturelle. Tout est magnifique, c'est super. Et alors, donc, on va lire. Alors c'est pour un ensemble d'utilisation et on va regarder un petit peu ce que c'est que ce verre. On se rendre compte qu'il y a là aussi, alors c'est toujours l'histoire du verre, c'est toujours un paradoxe. Il y a toujours le pour et le contre. Il y a le verre de la fortune et il y a le verre qu'on perd en jouant au dé, mais qu'on gagne sur le fait de la roulette, qu'on va gagner au golf ou on va perdre sur le terrain. Et alors là, il y a quelque chose de magnifique, c'est de la chlorophylle cuivrée. C'est-à-dire qu'il y a du cuivre là-dedans. Alors, c'est évidemment, quand on cherche bien, on se rend compte que c'est complètement banni par toutes les autorités, parce que c'est pas possible. On en prend de temps en temps, on peut mettre ça dans nos macarons, mais si on le faisait tous les jours, les risques pour la santé sont absolument magnifiques. Donc voilà, c'est une petite chose. Et c'est partout pareil. On a dans l'autre, dans le biofa, là c'est le biofa, c'est pareil. Parce que tout à l'heure, on va parler du verre empire qui est magnifique. Là, dans ce biofa, donc, alors tout est naturel, hein, donc terre, minéraux naturels, et on se rend compte tout à coup que dans ce verre-là, quand on va chercher plus loin, quand on fait une étude, on se rend compte que dans ce petit verre-là, ben, c'est pareil. C'est aussi du cuivre, ça provient du cuivre. Donc, voilà, donc tout est. C'est pour ça que j'ai aimé ça sur moi. C'est parce que, voilà, le verre, c'est ça. Donc, comme Marie-Pierre, par exemple, tout à l'heure, parlait de cette magnifique histoire de notre empereur célèbre, celui qui a vous Zemmour, Napoléon. Napoléon et l'impératrice Eugénie avaient beaucoup le verre, c'est le fameux verre de Fresco, qui avait été fabriqué en 1804. Et donc ce verre-là est un verre superbe parce que il a de la profondeur. C'est la même chose à le verre et l'autre, c'est du verre de Schweitzer.
Donc c'est un verre superbe, qui a de la profondeur, qui a de la texture, qui a de la densité, qui se sent très très bien quand il est légèrement satiné ou brillant avec la lumière et son soufflet. Et c'est un verre sublime. Sauf que il est fabriqué avec des copeaux de cuivre qu'on fait dissoudre dans de l'arsenic. Alors c'est chouette, hein, c'est un très très beau truc. Mais on ne le savait pas à cette époque, mais comme par temps humide, l'arsenic devient volatile. Napoléon, l'impératrice Eugénie et beaucoup d'autres gens sont morts à Sainte-Hélène, non pas d'un empoisonnement par le gardien de Napoléon, mais véritablement jusqu'au début du siècle, du XXe siècle. On utilisait encore la couleur verte parce que, un petit peu comme les entreprises amiantes, le directeur de l'entreprise de verre de Chenfaux disait qu'encore, effectivement, il y avait quelques petites bricoles, mais en fait, on pouvait quand même continuer celui-là à mettre en petite quantité, quoi, une cravate verte. Voilà, donc pour le verre en équipement, c'est ça. Le verre en teinturerie, par exemple, sur les vêtements, c'est magnifique parce que au XIIIe et XIVe siècle, donc vous aviez des teinturiers qui étaient des teinturiers qui ne teignaient qu'en vert, en bleu. En bleu et rouge. Les autres qui ne teignaient en jaune et blanc. Donc quand on voulait faire du vert, il fallait que les teinturiers du bleu aillent piquer dans des cuves du vert et il y a eu des conflits célèbres, des morts. Donc le verre aussi a produit, mais c'est magnifique, quoi. Il y a eu vraiment des tensions, il y a des histoires absolument formidables, il y a des meurtres entre les teinturiers du bleu et les teinturiers du jaune. Ah oui, c'est sûr, avec un son comme ça, au Moyen-Âge, vous aviez 10 morts sur la concert. En revanche, tu m'as dit raconter, Une expérience que j'avais faite concernant les poissons qui ne sont pas sur rouge. Ah, ouais, c'est sur les leurres. Les leurres. Parce que ça fait partie aussi du regard que l'on porte. Un poisson, ça ne voit pas le rouge. Ça ne voit pas le rouge, ça voit des nuances de gris, de gris clair, de gris foncé. Je ne sais plus combien de nuances de gris les poissons perçoivent. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, et je m'intéressais à la couleur et je m'intéressais aux leurres, parce que fait partie de cet ensemble quand même de cette question du vert, c'est aussi la question du tromper l'ennemi. Comment est-ce qu'on trompe l'ennemi pendant la guerre 14-18 ? Comment est-ce qu'on invente la question de la représentation de la nature qui n'est pas verte, n'est-ce pas, mais qui est verte de gris. Donc, comment est-ce qu'on leurre donc, voilà, je me suis trouvé avec le désir d'être pêcheur devant l'Éternel. Et donc de fabriquer des leurres. Et comment est-ce que... Donc je me suis dit, les leurres, le brochet, le prédateur, moi le super prédateur, j'ai donc fabriqué des leurres. Donc j'ai commencé à fabriquer des leurres et je m'étais dit, comme quelqu'un qui fait beaucoup d'anthropocentrisme, les poissons rouges, ça doit plaire aux brochets, ils doivent bouffer de... Donc je faisais des petits leurres, des petites cuillères que je découpais dans des tubes de comprimés d'aspirine, et puis je les peignais en rouge. Alors je mettais ça comme ça, j'allais camoufler en me disant ça marche pas, bien entendu que ça peut pas marcher, hein, bien évidemment. Que de la même manière, si vous voulez, que ne marche pas non plus la cape du taureau, du toréador. Et vous savez, quand toréador prend garde, hein,
C'est bon, voilà, on est en train de trimballer la cape devant le taureau. Il se fiche absolument que ce soit du rouge. Comme le brochet qui tout à coup va voir quelque chose qui ne cesse pas de l'énerver devant lui. Et il ne voit pas le rouge, mais je vous en prie. Le mouvement, c'est ça. Donc cette question aussi est une question fondamentale, à savoir que cette couleur, soit du rouge, soit du vert, aussi. Il n'y a pas de leurre vert. On essaie de, dans la peinture, dans la pêche, on essaie de pêcher. Il y a un poisson qui s'appelle le black bass. Donc on essaie toujours. On a vu que le black bass adorait les petites grenouilles bien vertes. Donc on a fait des leurres et des leurres et des leurres. On a fait des petites grenouilles vertes et ça n'a pas une seule fois, ça n'a marché évidemment et pour cause. C'est parce que le black bass, comme le reste, il voit gris. Enfin, c'est-à-dire, il ne voit pas gris, il voit cette magnifique... comme Eisenstein, comme dans le cinéma, quand il était muet et quand il était noir et blanc, on demandait à toutes les personnes qui étaient devant la caméra d'être habillées dans des couleurs les plus robustes, les plus denses, parce que tout à coup, quand elles allaient passer en noir et blanc, on allait avoir les plus beaux gris qui puissent exister, les plus belles lumières qui puissent exister. Donc tous les films qu'on voit en noir et blanc sont des films en couleur. C'était beau, hein? Ça fait un choc. Thermique, mais... Il y a des verres aujourd'hui qui sont constitués chimiquement, qui sont plus solides à la lumière, encore qu'on ne sait pas quand même combien de temps ça durera. J'entendais... mais la couleur, j'y reviendrai tout à l'heure. La couleur, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je faisais lire à Marie-Pierre quelque chose d'assez dingue. C'est que, donc, est-ce que je l'ai là hein? Il y a 2 livres que je lui ai montrés. Il y en a un qui s'appelle L'introduction à la couleur, qui est donc de je ne sais plus qui, peu importe, et l'autre qui est de Camille Saint-Jacques sur le maquillage. Et dans ces 2 livres-là, il y a quelque chose qui est fantastique. C'est que on dissocie. Alors ça, c'est vraiment de l'histoire de l'art. On dissocie le dessin de la couleur. Et dans ces 2 livres-là, mais approche-toi, Marie-Pierre, tu en fais partie. Je fais partie, oui, surtout que surtout que là, c'est important. Oui, c'est très important. Oui, je pense donc, que ça peut pour cette histoire du... Alors là, c'est à peu près, on voit ça apparaître à la Renaissance et de plus en plus jusqu'au début du XXe. C'est quelque chose qui marque les esprits. Pratiquement, ça commence au XVIIe, où on le dit clairement, ça commence à Léonard de Vinci petitement, puis après c'est plus clair. On considère que ce qui va toucher à la fabrique de l'art, à l'utilisation des moyens de l'art, ce qu'on va porter au pinacle, on va dire... Il faut savoir faire ça, il faut faire ça, c'est comme ça qu'on commence, il faut savoir, alors il faut faire du dessin. Donc le dessin est quelque chose qui est considéré comme étant du concept, de l'esprit, du masculin. Et quand on arrive au XVIIe, et là j'ai d'infos là-dessus, quand on arrive au XVIIe siècle, il commence à y avoir les Artémis, il commence à y avoir les femmes peintres, on ne va pas les considérer comme étant de véritables femmes peintres, mais on va attendre de plus en plus, et on va décréter à partir d'un certain moment que les femmes, c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'organique, et que les femmes, c'est la couleur. Donc, les hommes, c'est le dessin, les femmes, c'est la couleur. Et là, ça va complètement perdurer pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on pourrait en discuter longuement, cette question qui est une question, mais radicale. Hein. L'homme, c'est la pensée, l'homme, c'est le concept, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Et les femmes, évidemment, c'est
ça maternarise, quoi. C'est ça, quoi. Ça que la couleur. Ça pouponne, quoi. Hein, c'est bien. Donc, voyez-vous, Suzanne Valadon, vous voyez. Alors, une femme qui est extraordinaire, par exemple, pour parler du verre. Moi, j'ai cherché le verre dans les peintures de Rosa Bonheur. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Rosa Bonheur. Moi, c'est extraordinaire parce qu'on est dans la représentation de la nature. Jacques, il faudrait que tu nous en parles de cette chose-là sur la nature, parce que c'est quand même... Moi, je trouve ton travail sous cet angle-là remarquable, parce que personne ne scolpine du verre, hein, pour abonder là-dedans. On ne scolpine pas du verre. Je regardais des enluminures. Dans les enluminures, c'est absolument incroyable, parce qu'il y a des tout petits éléments de verre dans beaucoup de peintures, hein, quand on voit dans beaucoup de toiles, mais quels que soient les auteurs, quels que soient les moments, quelles que soient les dates, il y a des petits endroits, mais pour des raisons qui sont toutes simples, qui sont très simples. Si on voulait avoir un verre absolument extraordinaire, il faudrait prendre de l'émeraude et la piler. Au Moyen-Âge et puis à la Renaissance. Vous imaginez le prix d'une toile, hein, des émeraudes pilées. Comme on le faisait avec du lapis lazuli, d'ailleurs, on prenait du bleu et puis on prenait des pierres. Donc quand on prend ensuite, on ne peut pas prendre des émeraudes, donc on prend un peu de malachite, mais bien malachite ne profite jamais, donc ça ne fait pas un verre extraordinaire non plus. Oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc, Jacques, est-ce que vous auriez un rebondissement d'expliquer? Moi, je vais avoir des difficultés. Parce que je pars du principe que le verre commence à exister quand il a une matière, une forme et une lumière. C'est-à-dire, quand je peins, j'oublie les mots. Donc, comment en parler? Alors si, je peux dire que les gens me demandent, mais pourquoi vous avez choisi le verre? Moi, je réponds, je n'ai pas choisi le verre, c'est le verre qui m'a choisi. J'ai vécu 25 ans dans une forêt du Morbihan, où je resterai un manoir. Et donc, un jour, en me baladant dans la forêt, comme ça, il y a un arbre qui m'a fait signe, parce que sur ce tronc, il y avait une démarcation entre la zone de lumière et la zone d'ombre, c'était une verticale absolue. Et ça a été plus fort que moi, c'était un signe. J'ai cavalé à l'atelier, j'ai mis le matériel dans une brouette, je suis allé planter mon chevalet devant cet arbre, et j'ai peint ce que je voyais, tout simplement. Et il était vert. Et cet arbre m'a remis au travail, parce que j'avais arrêté de peindre depuis 10 ans, pour restaurer ce manoir en plus. C'est sans doute le contraste entre l'ombre et la lumière qui a révélé. Oui. Et donc, j'ai réduit la palette à ce que je voyais. Il n'y avait que du vert, de la mousse, des lichens, avec des lumières magnifiques. C'était magique. Et donc, depuis, je peins qu'avec du vert. Et je ne m'en lasse pas. Hein. J'ai commencé ça en 85. Et je ne suis pas au bout de la recherche. Parce qu'en fait, les verts, il y en a une variété énorme. Il y a des verts brillants, il y a des verts mat, il y a des verts... Vous voyez, quand on dit vert, ça oriente le regard, mais on n'a rien vu encore. C'est pour ça qu'au-delà des mots, ce qui compte pour moi, c'est la forme, la matière, la lumière. Alors là, le vert, il est présent. Comme dit, je travaille beaucoup avec la pensée du philosophe Henri Maldinet. Et Henri Maldinet dit qu'il ne faut pas représenter les choses, il faut présentifier la poéticité du monde. Quand je disais ça à mes étudiants, ils me disaient, vous avez dit quoi là? Je leur disais, bon, vous prenez un papier, vous allez noter la phrase. Présentifier la poéticité du monde. Comment rendre présent quelque chose qui ne préexiste pas à l'acte de peindre et qui est rendu visible grâce à la peinture. Et je pense aussi à Paul Klee qui disait « L'art ne rend pas le visible, il rend visible ». Donc moi, ce que je cherche en peinture, c'est ce sacré, en fait, c'est la relation sacrée, c'est-à-dire comment arriver à matérialiser quelque chose qui ne pourrait pas être vu sans la peinture. Mais voir une peinture, en fait, c'est voir avec elle. C'est pas voir la peinture, c'est voir avec elle quelque chose qui ne préexiste pas. Et donc, comme dit Henri Maldinet, ce qu'il faut essayer de capter, par exemple dans un paysage, c'est l'apparaître et non pas l'apparence. Si vous demandez à un enfant, dessine-moi un arbre, tout enfant va vous dessiner un arbre, mais il va dessiner un cliché d'un arbre. Or moi, quand je peins un arbre, il faut que j'oublie que c'est un arbre. C'est-à-dire, je me mets devant cette chose, et qu'est-ce que c'est que ce tronc-là qui se lève? C'est ça que j'essaie de capter. Ça te laisse tout songeur.
Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'écrit sur les verres. Pastoureau a écrit sur les verres. Hein, il a écrit sur toutes les couleurs. Oui, c'est avec les historiens. Oui, oui. Alors il dit que le vert allié au jaune, c'est la couleur de la folie. Oui, mais quand nos défenseurs de l'ordre chrétiens vont nous croiser, pour ne pas les nommer, se retrouvent là-bas à Saint-Jean-d'Acre, qu'est-ce qu'ils voient en face d'eux? Ils voient l'évocation du jardin des délices, c'est-à-dire le jardin mahométan, le jardin de Mahomet, le jardin vert, puisque c'est la couleur de l'islam. Donc quand nos croisés sont là en bagarre et voient ce vert-là, quand ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? N'est-ce pas, c'est tous ces gens? Eh bien, ils vont complètement diaboliser le vert et quand on va représenter, alors là on reprend le vert en petite quantité, mais quand on va représenter le diabolique, on va représenter le noir avec du vert mahométan dedans, déjà. Et ça c'est très très intéressant, parce qu'il faut voir d'où ça vient, c'est-à-dire qu'on prend... on ne se préoccupe pas de la dimension métaphysique et symbolique de l'islam. On prend quelque chose qui est au premier degré, littéralement, c'est l'ennemi qui porte du vert, c'est diabolique. Tiens, c'est marrant, ça pourrait rappeler des élections aujourd'hui, cette histoire. Le sujet est vertigineux. Si on se lance sur cette pente-là. Quand on fait du beau vert, hein, au 19e, on prend du jaune de Chrome et du bleu de Prusse. Du bleu de Prusse, oui. Pardon ? Il est fabriqué aussi avec du cuivre. Ah non, alors le bleu de Prusse, c'est un ferrocyanure ferrique. Voilà. Hein, donc on le mélange avec du jaune de Chrome, sauf que mélanger du chrome avec du fer, on est sûr que ça ne tiendra pas dans le temps. Alors ça vire au gris, ça va virer au gris, surtout qu'en plus, comme on utilise de l'huile de lin, et que l'huile de lin, contrairement à ce qu'on raconte, ça c'est l'aspect technique, contrairement à ce qu'on raconte, l'huile de lin, ça ne sèche pas, mais ça s'oxyde. Et pour que l'huile de lin, c'est-à-dire ça brûle, et pour que l'huile de lin soit complètement oxydée, aujourd'hui la Joconde est à peine sèche selon la formule, c'est-à-dire qu'il faut à peu près plus de 400 ans pour que... Donc pendant... Alors, la plus grande catastrophe, c'est l'invention de la peinture à l'huile. Auparavant, avec les détrempes, avec tout ça, donc ça restait en suspens. Là, à partir du moment où on ne savait pas que l'huile allait faire ça. Donc l'huile, jusqu'à la moitié du XVIe, on avait une pratique de l'atelier qui faisait que on faisait les dessous de la peinture, on mettait des pigments pas chers, n'est-ce pas, qui bloquaient la toile, et puis on arrivait avec la peinture à l'huile, et la peinture à l'huile ne touchait pas la toile. À partir du moment où on a été avec Fourcret, par exemple au XVIIe, où on commence réellement à peindre à cru sur la toile sans qu'il n'y ait plus aucune protection, là aujourd'hui on sait, tous les restaurateurs, et mon copain Philippe Walter, donc qui est dans son labo de chimie moléculaire me disait ça, pratiquement toutes les peintures qui sont fabriquées, qui commencent à partir du XVIIe, on sera obligé toutes de les restaurer. Les plus intéressantes, on sera obligé de les restaurer, c'est-à-dire sur le dessus de la peinture, sur le dessus de ce qu'on appelle la peinture elle-même. Donc on mettra le système est simple, hein. On met des couches entrecroisées de feuilles de papier à cigarette, ensuite on met du PQ, ensuite on met du sopalin, ensuite on en met une couche comme ça, on termine par des feuilles de bois. Hein, tout ça c'est pris en masse. Ensuite on le retourne, on détoile, on l'enlève du cœur, voilà, on enlève le cadre, on détoile, et alors avec un scalpel, on va enlever toute la toile brûlée qu'il y a sous la peinture pour arriver à ce qu'on appelle le feuille, c'est-à-dire la couche de peinture elle-même.
Donc ce sont des choses absolument, mais c'est monstrueux. Vous imaginez, quand on a restauré Véronèse, c'était des trucs dingos, quoi. Quand on dit « Ah, vous faites de la restauration pour les monuments historiques, ça m'a demandé de la patience. » Et ce machin-là, comme ça, avec le petit scalpel, en train d'enlever tout le bazar, des couches et des couches et des couches et des couches. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, ben on refait ce que ça aurait dû être, à savoir, là, sous cette feuille de peinture, la peinture est accrue. Sous ce feuille de peinture, là, on va recommencer ce qui aurait dû être fait, à mettre une couche qui n'est pas une couche de peinture à l'huile, mettez une couche, c'est-à-dire qu'on va faire toute la protection et on va remonter, on va remonter, on va remonter, voilà. Donc c'est sublime, c'est magnifique. Pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que on va pas parler du rouge, on va pas parler du vert, on va parler du rouge en termes de pigments, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un atelier d'artiste, vous aviez, il y avait les hiérarchies, donc il y avait les mômes qui étaient en train de balayer, qui enlevaient l'étoile d'araignée, qui jetaient un petit coup d'œil sur le maître qui était en train de peindre, et on apprenait comme ça, on n'était pas auto-fécondé par des écoles d'art. Tu te lances sur un... Donc il y avait donc les apprentis les apprentis dans la hiérarchie à un moment étaient susceptibles, capables, parce qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, de pouvoir commencer à broyer des couleurs. Donc on leur demandait, le chef d'atelier leur amenait de l'oxyde jaune, hein, du jaune, de l'ocre jaune. Donc on en prenait 1 kilo. On prenait de l'huile d'œillette clarifiée au soleil, parce que c'était une huile qui était plus pure. Et puis ensuite on broyait, on mettait 6 heures pour faire 1 kilo. Ensuite, donc, parce que c'était dans les hiérarchies, il fallait, on faisait les dessous avec cet ocre jaune, et puis quand on arrivait au summum du contrat qui était passé avec le Louis Vuitton de l'époque, donc on utilisait de la laque de Garance pour les endroits les plus judicieux, donc, mais c'était en toute petite quantité. Et on va comprendre pourquoi c'était une petite quantité, c'est assez merveilleux. C'est parce qu'on avait de la racine de Garance. C'est du rouge, hein, la Garance, donc on broyait cette racine. Hein. Donc c'est très 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 pulvérulent. Donc la racine, il y a à peu près ça pour 1 kilo. Tout à l'heure c'était ça, il y a à peu près ça pour 1 kilo de laque de Garance. Hein. Donc c'est un énorme tas de poudre. Et alors là, l'apprenti prenait son huile d'œillette clarifiée au soleil, et là allait mettre 24 heures pour faire 1 kilo. Donc dans un cas c'était 6 heures, dans l'autre cas c'était 24 heures. Donc inutile de vous dire qu'il y avait une économie physique, physiologique de la peinture, ce qui fait que quand le peintre était devant sa toile, il y avait des choses absolument incroyables. On ne peignait pas avec de la laque de Garance comme on peignait avec de l'oxyde de fer, parce qu'on savait la sueur qu'on y avait mise. Et il y avait des hiérarchies absolument incroyables. Il y a très très peu de choses décrites là-dessus. C'est une pure merveille que la vie des ateliers. Et tout ça, ça va péricliter, ça va de plus en plus se désinstaller. Et puis en 1850, nos fameux pigments, très peu de verre, mais beaucoup de chrome, de cadmium et autres. On va donc mettre, la maison Lefranc va mettre la peinture dans des tubes. Et alors ça va être quelque chose d'extraordinaire, parce que va arriver une espèce de modernité qui va s'instaurer, qui va être l'art moderne, hein, par la suite. Donc on va acheter la peinture dans les tubes. Bon, voilà, on va acheter du ferrocyanure ferruque, du bleu de Prusse, voilà. On va acheter de la laque de Garance, on va acheter tous ces... Et on a notre petit atelier portable, on va pouvoir aller dans la forêt de Barbizon, voilà, sur le motif. Et la chose qui est incroyable, c'est que, pour le coup, il n'y a plus cette... c'est pas réactionnaire ce que je dis, c'est un constat simplement.
Quand Gérard Auray va être passé à la Maison des Artistes, à la Maison des Arts, pardon, et va s'être acheté, voilà, sa Lac de Garance, et puis qui va s'être acheté son Bleu de Prusse. Là, il est là, donc il va avoir un sentiment. Donc il va utiliser les éléments, donc il va appuyer sur son tube de Bleu de Prusse, il va appuyer sur son tube de jaune de chrome ou sa Lac de Garance. Mais il ne va pas appuyer 4 fois plus ou 4 fois moins sur sa Lac de Garance. Il n'y a plus du tout cette question de corporéité. Et pour revenir à cette question du verre, il y a très très peu de corporéité dans le verre. J'entends dans la fabrication du verre. Si vous voulez. Là, par exemple, on peut faire des choses... Si vous avez une question... Ah oui, parce que là, maintenant, ça y est, ça y est, il est chaud, il est vert de plaisir. Si vous avez une question... Oui, mais tu sais que nous, on a un verre à boire après. Ah, ça, je veux rien en savoir, moi. Si vous voulez avoir un petit cours privé autour d'un verre, nous allons lancer les festivités pour boire un coup et se restaurer. Pour prendre un verre. Et pour prendre un verre, mais pour boire un coup aussi. Merci de d'avoir été là, de nous avoir écoutés.